Mon nom est James Carter. J'ai 38 ans et je travaille de nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant plusieurs années, j'ai eu un boulot stable dans la logistique. De la paperasse, des tableurs, des plannings de livraison pour des camions qui n'arrivaient jamais à l'heure. Ce n'était pas palpitant, mais ça payait les factures. Enfin, jusqu'à ce que les choses changent. Des imprévus, des frais médicaux, des changements à la maison. Le salaire ne suffisait plus. Alors j'ai cherché quelque chose pour combler le vide. Une annonce a attiré mon attention, recherche agent de sécurité de nuit. Fiable, calme, discret. Aucune expérience requise, ça paraissait louche. Mais j'étais fauché. Une saucisse de station-service dans une main, mon téléphone fêlé dans l'autre. J'ai cliqué sur postuler sans même lire le reste. Le lendemain, un homme m'a appelé. Il s'est présenté, Monsieur Harrow. Il m'a posé 3 questions. Mon nom, mon casier judiciaire. Et si je pouvais commencer lundi? J'ai dit oui. C'était il y a 2 semaines. Depuis, chaque nuit, je prends la route. 20 minutes hors de la ville, vers un vieux centre commercial perdu au milieu de nulle part. À quoi il ressemble? Moitié désert, des boutiques à moitié vides. Un parking crevé, envahi par les mauvaises herbes. Une seule aile encore éclairée. La plupart des gens ne savent même pas qu'il est encore ouvert. Le jour, quelques commerces survivent. Une boutique de chaussures, un stand de réparation de téléphone, une sorte d'église louant un ancien salon de manucure. La nuit, il ne reste que moi. Et le centre commercial. Je n'ai jamais eu peur de la solitude. Même enfant, j'étais le garçon silencieux, celui qui préférait les puzzles et les livres aux sorties et aux selfies. Pas le genre à poster des photos de ses repas. Je crois que c'est pour ça que ce job me convient. J'arrive je badge avec une carte. Pas d'uniforme. Juste des habits sombres et des chaussures confortables. Je me gare près des quais de chargement. À l'arrière, l'entrée principale est verrouillée la nuit. Je passe par une porte de service, près des bennes à ordures. Ça sent mauvais, une odeur de viande pourrie. Je retiens mon souffle. Mon bureau est à côté de la zone de restauration. Un vieux bureau, une chaise, un moniteur de caméra granuleuse et un casier où je range mes encas et un sweat. Mais je reste rarement assis. Mon travail, ce n'est pas de surveiller les écrans. Mon travail, c'est de marcher. Je vérifie que les grilles de sécurité sont bien baissées, surtout celles de l'IKEA. Des gens tentent parfois de s'y cacher, espérant passer la nuit dans les pièces témoins. Un type a même essayé de vivre dans la fausse cuisine, 3 jours avant que quelqu'un ne le remarque. Pas moi, c'était avant mon arrivée, et personne ne m'a vraiment dit ce qu'est cet endroit. Pas au fond. Ma première escale est toujours la même. La boutique Wester. Ce n'est pas son vrai nom. L'enseigne a perdu la moitié de ses lettres il y a des années. Personne ne les a remplacées. Elle est au nord du centre, près de l'ancien Sears. Une boutique à thème, vendant des fusils, des couteaux, des bandanas rouges et des têtes de cerf empaillées. Sol en bois, atmosphère poussiéreuse. Derrière le comptoir, il y a Jess. Il porte un manteau long, un chapeau à large bord et des bottes avec des éperons qui cliquettent encore quand il marche. Moustache en guidon, sourire en coin. Ses yeux, pâles, presque transparents. Jamais un clignement. Il est toujours appuyé sur le comptoir, comme s'il attendait un whisky qui ne viendra jamais. « Bonsoir, shérif », me lance-t-il. Je ne suis pas shérif. Il incline son chapeau. On s'y tromperait. Tu marches comme un homme de l'eau. Je marche comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 3 jours. C'est pareil. Chaque nuit, il m'attribue un nouveau surnom. Marshall. Deputy. Depister. Je joue le jeu. Je tape mon toki contre ma ceinture pour rester éveillé. Derrière lui, sur les murs, des armes. Certaines semblent réelles. D'autres, moins. Une d'elles semble faite d'os fondu. Les affaires, je demande. Comme toujours. Pas vu un client vivant depuis 30 ans. Il y a un ghoul la semaine dernière. Il a juste léché les fusils. Puis il est parti. Je fronce les sourcils. Tu veux me dire comment t'es mort? Il sourit. Je t'ai déjà dit. Dévoré par des coyotes.
Ou peut-être que ma femme a empoisonné mon whisky. Tu changes d'histoire à chaque fois. Les deux sont vrais, d'une certaine manière. Je le fixe. Tu ne te souviens même pas de ton vrai nom. Mais je me souviens des armes. Et pour lui, ça suffit. Certains meurent et continuent de marcher. D'autres oublient qu'ils sont morts. Moi, je suis resté. Parce qu'il y a encore des balles à polir. Des histoires à raconter. Mais toi, t'es pas mort. Pas encore. Non. Alors pourquoi tu bosses ici au milieu des goules et des choses aux dents trop longues? Je n'ai pas l'habitude d'en parler. Mais Jesse, ce n'est plus vraiment une personne. Et il a cette façon de vous faire parler. Ma fille est à l'hôpital. Maladie génétique rare. Traitement hors de prix. Mon job de jour ne suffit pas. Ce centre a proposé plus que je n'espérais. Alors j'ai dit oui. Je pensais pouvoir gérer. Jessie reste figée. Une gamine, hein? Elle a 6 ans. Adore les puzzles. Son sac à dos est un renard bleu. Elle ne s'en sépare jamais. Comment elle s'appelle? Chloé. Il répète doucement. Chloé. Il se penche sous le comptoir et ressort une boîte en bois. Dedans, 6 balles. Elle brille doucement, comme de la lumière de lune sous l'eau. C'est pas pour les humains. C'est quoi? Des balles fantômes. Pour les choses qui ne saignent pas correctement. Elle marche dans mon arme. Elle s'adapte. Ne les utilise pas sur les mauvaises cibles. Elle ne stoppe pas les gens. Elles arrêtent ce qui ne peut pas être arrêté. Pourquoi tu me les donnes? Il me fixe. Parce que tu as encore une raison de revenir. Et ça fait de toi quelqu'un de dangereux. Mais d'une bonne manière. Je range les balles dans ma ceinture. Jessie me salue d'un hochement de tête. Rien de personnel, juste un peu d'assurance. Si un jour tu te retrouves face à quelque chose qui se fiche de savoir qui tu es, tu seras content de les avoir. Je sens les balles froides dans ma poche, une froideur étrange, pas métallique, plutôt celle d'un endroit où personne ne respire. Jessie n'est pas le plus inquiétant ici, il est bizarre, oui, mais constant. Toujours au comptoir, toujours à demi-sourire, toujours à raconter des souvenirs comme s'il vivait encore dans un western effacé. Il ne ment pas vraiment, il oublie juste quelle version de l'histoire il a déjà racontée, et surtout, il ne m'a jamais fait de mal, ce qui le classe dans le haut du panier dans ce foutu centre. La porte grince derrière moi quand je la pousse. Toujours ce même grincement. Prochaine étape, le stand de glace. Il fait toujours plus froid là-bas qu'il ne devrait. Je la trouve accroupie derrière le comptoir. Bras serrés autour des jambes, le visage enfoui dans ses genoux. Elle ne pleure pas. Elle ne crie pas. Elle est juste là, silencieuse. C'est la glace sur le comptoir qui m'a alerté. Menthe. Chocolat. Sa préférée. Pas fondue. Pas une goutte. Elle ne doit pas être là depuis longtemps. Je me penche doucement par-dessus le chariot. Et elle sursaute, mais ne fuit pas. Elle relève lentement la tête. Son visage est pâle, ses yeux grands ouverts. Trop ouverts. Pourquoi tu te caches? Elle murmure, j'ai peur. Je m'accroupis près du stand, à sa hauteur. Peur de quoi? Elle détourne le regard vers les escalators. Ses doigts tordent le bas de son pull. Il y a un homme bizarre dans la chaufferie. Tu l'as vu? Elle hoche la tête sans ajouter un mot. Il ressemblait à quoi? Elle secoue la tête. Je veux pas dire. Je n'insiste pas. Je reste à côté d'elle, silencieux. On fixe tous les deux le couloir au loin. Puis je souffle doucement. Si un homme effrayant est dans la chaufferie, je dois aller voir. Elle lève les yeux. Tu n'as pas peur? Bien sûr que si. Alors pourquoi tu irais? Je souris. Parce que j'ai des balles fantômes. Elle me regarde. Ouais, moi non plus je suis pas convaincu. Mais j'ai aussi des pouvoirs secrets. Quel pouvoir? Je peux faire une boule de glace parfaite. Les yeux fermés, elle fronce les sourcils. C'est pas un vrai pouvoir. Dans ce centre, ça en est un. Tu veux voir? Elle hésite. Puis acquiesce. Je me lève, fais le tour du stand. La cuillère à glace est déjà dans le bac. Comme si elle m'attendait. La menthe chocolat est froide, mais pas figée. Je fais une boule bien ronde, la pose dans un cône, et la lui tends. Elle la prend à 2 mains, la lèche doucement. Pas de précipitation, pas de tremblement,
Alors, parfaite, elle sourit. Pas mal. Pas mal? Vraiment? Elle hoche la tête. Mais elle sourit toujours. Ses jambes balancent doucement sous elle. Plus de genoux serrés. Elle est redevenue calme. Presque normale. Elle s'appelle Lily. Elle est là depuis bien plus longtemps que moi. Et je sais une chose. Elle ne parle jamais de sa famille. Jamais de comment elle est arrivée là. J'ai arrêté de demander, mais je sais qu'elle est morte ici. J'ai retrouvé le rapport. Un soir, en fouillant les anciens fichiers du bureau. Depuis, elle ne quitte jamais l'étage. Toujours au même stand. Et chaque nuit, je passe la voir. Parce que quelqu'un doit le faire. La chaufferie, elle est située derrière les quais. Derrière une porte sans charme. Maintenance, accès autorisé uniquement. La peinture s'écaille. Les lettres sont presque effacées. On pourrait passer devant sans jamais la voir. Avant d'entrer, je vérifie la ligne de sel. Une bande blanche, fine tracée à même le sol devant la porte. Fraîche tous les 2 jours. Règle de base du poste. Ne jamais la briser. Toujours la refaire. Jamais la balayer avec le pied. Je m'accroupis. Je passe un doigt juste au-dessus du trait. Aucun vide. Parfait. Je déverrouille la porte. Je pousse. Et la chaleur me frappe. Ce n'est pas insupportable. Mais presque. Une chaleur métallique. L'odeur de pierre ancienne. De rouille. Et autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais réussi à identifier. La pièce est immense. Des tuyaux dans tous les sens comme des veines. Le cœur de tout ça. La chaudière. Elle respire lentement. La flamme pilote pulse doucement derrière les grilles. Et lui, il est là. Il est toujours là. Je ne le vois pas au début. Je ne le vois jamais tout de suite. Il attend. Je fais mes pas habituels. 3 vers l'intérieur. Virage à droite près des cuves. À gauche au niveau du gros conduit. Le sol est parsemé de taches sombres. Elles ne sentent rien. Elles ne partent jamais. J'ai arrêté d'essayer de les nettoyer. Et puis, je le vois. Miss Longneck. Il dépasse à peine de derrière une colonne rouillée. Juste le haut de son visage. Yeux grands ouverts. Peau grise et lisse. Comme de la cire coulée. Et ce sourire, toujours le même. Un sourire trop large. Trop figé. Des dents, trop propres. Je ne parle plus quand j'entre. Avant, oui. La première semaine, je l'avais salué. Salut. Tout va bien ici. Mais il ne répondait jamais. Il se contentait de regarder. Alors j'ai cessé de remplir le silence. La deuxième fois, j'ai cru qu'il s'était avancé vers moi. Mais non, c'était juste sa tête, qui contournait la colonne, suivie de son cou, mince et démesurément long, qui serpentait lentement. Son corps, jamais vu, toujours dissimulé, toujours absent, juste ce cou infini, comme un câble sans fin. Je ne cherche plus à comprendre. Je viens, je fais ce que j'ai à faire, et je repars. Ce soir, il bouge légèrement, comme un chat qui ajuste sa position. Je ne ralentis pas. J'avance, mon clip-load en main. Je coche les cases. Température, pression, veine. Je sens son regard. Il m'observe pendant que je vérifie les jauges. Tout est stable. Rien d'anormal. Contrairement à cette nuit où tout avait sauté. Température en flèche. Un bruit de grincement profond. Comme quelque chose qui se réveillait dans le métal. Ce soir, tout est calme. Je termine. Je serre la dernière vanne. Je le regarde. Je hoche doucement la tête. Pas par politesse. Juste pour lui montrer que je n'ai pas peur. Ce n'est pas vrai. Mais c'est le rituel. Je repars lentement. Sans me retourner. Je ne me retourne jamais. Je franchis la ligne de sel avec précaution. Et je referme la porte. Le loquet éclate. Le trait est intact. Je le renforce avec un peu de sel supplémentaire. Je ne l'ai jamais vu franchir cette ligne. Et je n'ai aucune intention de découvrir s'il en est capable. Aucun plan du centre ne les mentionne. Et pourtant, elles sont bien là. Pas de panneau, pas d'indication.
Juste un passage dissimulé derrière un mur neutre. Dans le couloir de service près de l'IKEA, je pose ma paume sur une plaque métallique. J'attends 6 secondes. La paroi s'ouvre vers l'intérieur, comme un congélateur géant. L'odeur est toujours la même. Poussière, désinfectant, oubli. L'éclairage est stable ici. Le sol est carrelé, comme dans les zones réservées au personnel. Mais certains carreaux ne collent pas. Trop neufs, mal posés, comme si quelqu'un avait remplacé des morceaux sans se soucier du motif. Les couloirs se tordent, se recoupent, se perdent. Mais je connais le chemin vers Ben. 4 virages. 3e porte à gauche. Pas d'étiquette. Juste une poignée en laiton un peu rouillée. Je frappe. Une fois, je lui apporte toujours la même chose. Un mug en céramique rouge, rempli de café noir. Il ne le boit presque jamais. Il ne le boit presque jamais. Il le serre dans ses mains, comme si la chaleur l'aidait à se rappeler. Il est déjà là, assis contre le mur, jambes allongées, uniforme gris, pantalon noir, badge usé. Il ne bouge pas quand j'entre, me regarde, cligne lentement des yeux. Je tends le mug. Tiens, c'est chaud. Il finit par tendre les mains, saisit la tasse, ne la porte pas à ses lèvres. Il la tient. Simplement, la première fois que j'ai rencontré Ben, il n'avait pas parlé pendant une semaine entière. Pas un mot, juste des hochements de tête, des gestes, des marches répétitives. Il m'a fallu 3 semaines pour connaître son nom. Il parle désormais, par bribes, à voix basse, comme s'il sortait d'un long sommeil. Il oublie souvent, mais pas le café. Jamais le café. Tu tiens le coup. Il hoche la tête. Il est chaud. Je viens de le faire. Un petit sourire étire ses lèvres. Fugace. Il ne vit pas ici. Il reste ici. Il était comme moi autrefois. Agent de sécurité. Badge. Ronde. Horaire. Puis, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi. Personne ne me le dit. Mais je sais qu'il est lié à la chaufferie. Quand je la mentionne, ses épaules se tendent. Ses yeux scrutent les murs. Il ne répond jamais. Il déteste les surprises. Si tu bouges trop vite, il te saisit. Si tu poses trop de questions, il se ferme. Si tu pars sans prévenir, il verrouille la porte. Je l'ai appris à mes dépens. 20 minutes de négociation, jusqu'à ce que je glisse le mug sous la table en lui promettant d'en ramener un nouveau le lendemain. Le café, c'est son encre, son dernier lien au monde vivant. On s'assoit tous les deux, en silence, comme d'habitude. Tu veux que je reste? Je demande. Il secoue doucement la tête. Ta ronde? Ouais. Je me lève lentement. Pas de geste brusque. Pas avec Ben. Je sors. Referme la porte. Derrière moi, la serrure claque. La paroi est solide. Je garde toujours le mug. Il le repose dès que le café est froid. Je le récupère, je le lave. Et je lui en apporte un autre le lendemain. Parfois, il m'appelle par un nom qui n'est pas le mien. Parfois, il me demande si je me gare encore près de l'ancien Payless, un magasin fermé depuis 10 ans. Je pense qu'il se souvient par éclair, comme des vieilles photos floues, mais je peux travailler avec ça. Le soleil est bas, caché derrière les arbres, quand je sors par la porte latérale. Une lumière pâle s'étire sur le bitume. Le parking est presque vide, à part quelques voitures stationnées près de l'aile sud, là où la boutique de chaussures ouvre. Devant les portes principales, une femme se tient seule, manteau gris fermé jusqu'au col. Jeans sombres, bottes, cheveux attachés, elle regarde à travers la vitre, comme si elle cherchait quelque chose. Je continue de marcher. Je passe les bennes. J'atteins presque ma voiture, puis je m'arrête. Mes clés sont dans ma main. Je les retourne, puis je les remets dans ma poche. Je reviens vers l'entrée. Elle ne me remarque pas tout de suite.
Quand je suis à quelques pas, elle tourne la tête. Son visage est calme, mais sa mâchoire est tendue. Elle ne bouge pas, ne recule pas. Elle regarde juste mon badge. Je ne cherche pas à entrer. Je sais que c'est trop tôt. Ce n'est pas grave. Le centre est à moitié vide de toute façon. Elle acquiesce, les yeux toujours tournés vers les portes vitrées. L'une des lettres lumineuses au-dessus a grillé. Le nom du centre est incomplet. Je venais ici tout le temps, avec ma fille. Je ne dis rien, je la laisse parler. C'était notre rituel du vendredi. Glace à l'étage. Toujours la même. Elle sourit un peu, regarde ses mains. Vous travaillez de nuit? J'acquiesce, agent de sécurité. De longues nuits? Assez oui, je croise son regard. Elle a cette expression que Lily a parfois quand elle pense à quelque chose qu'elle n'ose pas dire. Je finis par souffler. Ma fille a 6 ans, elle est à l'hôpital. Elle hoche doucement la tête. Je suis désolé, c'est gérable. Juste, coûteux. Elle remet ses mains dans ses poches. Son manteau a une petite déchirure près du poignet. Ses ongles sont courts, nus. Elle murmure, la mienne est morte ici. C'était un accident. Elle avait 9 ans. Je ne suis pas revenu depuis. Je ne comptais pas m'arrêter. Je passais juste. Je baisse les yeux. Je comprends. Les vendredis, on allait toujours au stand près de la fontaine. Je hoche la tête. Menthe, chocolat. Elle me fixe. Oui, c'est ça. Elle disait que ça avait le goût du dentifrice. Mais amusant. Je souris. Elle plisse les yeux. Comment vous saviez? Je réponds. Doucement. Juste une intuition. Nous restons là silencieux quelques instants. Un employé traverse le parking, ne nous adresse pas un regard. Elle suit le mouvement du regard, puis revient à moi. J'espère que votre fille ira mieux. Merci. Elle fait un pas en arrière. Je devrais y aller. Je ne voulais pas vous retenir. Vous ne m'avez pas dérangé. Elle sourit faiblement. Merci d'avoir parlé. N'importe quand. Elle s'éloigne. Ses bottes résonnent sur le sol. Elle atteint sa voiture, ouvre la porte, se retourne. Un petit signe de la main. Je réponds de même. Puis elle part. Sa voiture est propre, mais le pare-brise a une fissure dans un coin. Je la regarde s'éloigner. Les vitres du centre reflètent le ciel du matin. Les néons de l'entrée clignotent à nouveau. À l'intérieur, j'entends la machine à nettoyer tourner près de la cafétéria. Je me retourne. Je rejoins ma voiture. Je rentre chez moi. Je l'ouvre debout, dans la cuisine. Mon manteau encore sur le dos. C'est plus que ce que j'attendais. Ce soir-là, j'appelle l'hôpital. Je règle toutes les factures, la chambre, les analyses, les traitements. Je prends le temps de lire chaque montant à voix haute, juste pour entendre la femme au bout du film dire « solde réglé ». Je dors mieux cette nuit-là que depuis des mois. Elle est assise sur son lit, mange des céréales dans un gobelet en carton. Dessins animés à l'écran, sans le son. Elle me tient la main tout le long, ne me pose aucune question. Elle me sourit, comme si elle savait que quelque chose avait changé. Je pourrais arrêter là, quitter ce boulot étrange, revenir à une vie normale. Mais je ne le fais pas. Le centre est toujours là, toujours bizarre, toujours silencieux. Jess me salue, en polissant un vieux revolver. Lily m'offre une glace. Ben prend sa tasse avec ses 2 mains, comme si c'était la seule chose qui l'ancre encore ici. La ligne de sel est intacte. J'en trace une nouvelle. Par précaution, parfois elle fait un signe de la main. Je continue de pointer, même une fois les factures réglées. Il n'y a plus vraiment de raison. Mais je reste, et parce que des choses dans ce lieu doivent encore être surveillées. Mais surtout, parce que je sais que d'autres histoires m'attendent. Pas toutes bonnes, pas toutes simples, mais elles sont là, dans les couloirs, dans les pièces que personne ne visite. Et tant que personne ne vient me remplacer, je continuerai de les collecter et je lui raconterai quelques histoires, juste au cas où. Je les garde séparées des munitions normales, étiquetées, alignées. Je n'en ai jamais eu besoin, mais je les garde, parce que dans ce boulot, on n'a pas toujours un avertissement. Et quand quelque chose arrive, ça ne demande jamais si tu es prêt. Alors les balles restent là, à 1 centimètre de ma lampe de poche, à côté de mon carnet, un poids léger que je suis prêt à porter. Et si un jour je dois les utiliser, je saurai exactement pourquoi elles étaient là.